Making Wheeler Dealers is no easy task, and every episode requires a massive effort from a dedicated team of people. We started all those years ago on a niche channel in the UK. Je me pose la même question depuis des années, et je sais que je ne suis pas le seul. Pourquoi Ed China a-t-il vraiment quitté Wheeler Dealers? Pendant longtemps, le récit officiel était trop poli pour être pleinement cru. Différence créative, disait-il. Pas de rancœur, insistait-il. Mais pour les fans qui suivaient le film depuis des années, quelque chose clochait. Ce n'était pas seulement un changement de co-présentateur. On avait l'impression que le cœur de l'émission avait été discrètement retiré. L'alchimie entre Ed et Mike n'était pas forcée. Elle était authentique. La série marchait bien. La formule fonctionnait. Il n'y avait pas besoin de la modifier. Alors, pourquoi partir? Pourquoi abandonner quelque chose que des millions de personnes à travers le monde adorent? Eh bien, après des années de silence et de spéculation, Ed China a finalement pris la parole. Dans une interview discrète qui n'a pas fait la une des journaux, mais qui a eu un fort écho auprès des fans de longue date, il a révélé les véritables raisons de son départ. Et oui, il ne s'agissait pas seulement de différences créatives. C'était un changement fondamental dans l'âme de la série. Pour vraiment comprendre ce qui s'est passé, nous devons remonter très loin, là où tout a commencé. Lors de sa première diffusion en 2003, Wheeler Dealers n'a pas fait sensation. Il n'y avait pas de décor à $1 million, de transition clinquante, ni de battage marketing. On y retrouvait deux hommes dans un modeste garage britannique, une équipe de tournage qui tenait dans une petite camionnette et des outils qui semblaient avoir traversé les deux guerres mondiales. Mais un élément le distinguait, son authenticité. Mike Brewer était l'acheteur perspicace, l'arnaqueur toujours à la recherche d'un classique sous-estimé. Ed China était l'ingénieur imposant, à la voix douce, brillant et calme sous la pression, capable de transformer un tas de rouille en une merveille avec un peu d'huile de coude et des connaissances encyclopédiques. Ensemble, ils ont créé la magie. Les téléspectateurs ne regardaient pas la série pour le drame. Ils la regardaient pour apprendre. Ed décomposait les réparations mécaniques complexes en étapes faciles à comprendre et satisfaisantes. Des étriers de frein aux culasses. Il expliquait tout, rendant l'entretien automobile moins intimidant et plus inspirant. On se sentait plus intelligent après chaque épisode. Pas de gadgets, pas de conflits artificiels. Juste de vraies voitures, de vraies réparations et une véritable passion. Au cours des premières saisons, la survie de la série n'était même pas assurée. Mais elle a grandi naturellement. D'un simple garage au Royaume-Uni, Wheeler Dealers a finalement atteint plus de 200 pays. Le succès a été fulgurant, et avec lui, les changements inévitables. Les grandes chaînes se sont impliquées, des budgets plus importants, des attentes plus grandes. Les sociétés de production ont commencé à façonner la série pour la rendre plus commercialisable. Plus de montage, moins de temps de réparation, plus de raconter, moins d'apprentissage pratique. Et Ed, qui a toujours valorisé la transparence, l'éducation et l'intégrité technique, a commencé à ressentir les frictions. Il n'était pas qu'un simple co-animateur. Il était l'âme du garage. Celui qui vous faisait croire que réparer une vieille Alfa Romeo était non seulement possible, mais profondément satisfaisant. Et lorsque les producteurs ont commencé à réduire ces séquences de réparation pour intégrer du contenu plus commercial, il a résisté, avec force. Il voulait conserver la profondeur technique. Le détail étape par étape, le réalisme. Mais la télévision est un business, et ce qui se vend n'est pas toujours ce qui se fait de mieux. Ed a réalisé que la série évoluait d'une manière qu'il ne pouvait pas supporter, et, selon ses propres termes, je ne pouvais plus le faire, pas si cela signifiait sacrifier les fondements de la série. Il est donc parti, discrètement, avec dignité, laissant derrière lui non seulement un garage, mais des millions de fans qui avaient grandi en le regardant travailler. Et la vérité est que Wheeler Dealers ne s'est plus jamais senti tout à fait le même après son départ. Il est facile de remplacer un hôte, mais on ne peut pas reproduire la sincérité. On ne peut pas feindre la passion, et on ne peut pas créer ce genre de connexion, ni avec des machines, ni avec des humains. Aujourd'hui, des années plus tard, ce garage aux carreaux grinçants et aux bancs poussiéreux rappelle une époque révolue. Une époque où les salons automobiles étaient axés sur l'amour du métier, et non sur l'attrait des vues ou des revenus publicitaires. Une époque où Ed China enseignait discrètement à une génération non seulement comment réparer les voitures, mais aussi comment bien faire les choses. Pas de gimmicks, pas de faux drames, pas de séquences surproduites à la tension artificielle. Il n'y avait que de vraies voitures, de vrais problèmes et de vraies solutions.
Telle était la formule magique de Wheeler Dealers. Dans une interview, Ed China a déclaré « Cette série n'a jamais eu pour but d'avoir l'air cool. Il s'agissait de se salir les mains, de montrer aux gens le vrai processus. Cette authenticité brute et sans complexe n'a jamais été un défaut. C'était l'âme de la série. » Alors que la plupart des séries offraient des transformations avant-après soignées, Wheeler Dealers offrait quelque chose de plus, le milieu, l'essentiel. Les moments gênants, les boulons grippés, les mauvaises pièces, les mains huileuses. Les fans ne regardaient pas la série uniquement pour le résultat final. Ils restaient pour voir le travail intermédiaire. Dans le monde du divertissement et de la télévision, Wheeler Dealers faisait figure d'exception, une sorte de licorne, en quelque sorte. Sans image de marque tape à l'œil, sans placement de produit, sans artifice. Et pourtant, ça a marché. La série a attiré des millions de téléspectateurs dans le monde entier. Comme l'a écrit un fan dans un billet de blog, il ne traitait pas le public comme des clients, il le traitait comme des bricoleurs. Ce respect mutuel créait un lien rare, une confiance, que les téléspectateurs ne retrouvaient pas dans la plupart des émissions commerciales. On avait l'impression de regarder une émission éducative à l'ancienne de la BBC, mais avec plus de malice. Cette approche authentique et pédagogique a donné au spectacle une sorte de perfection. Dans le paysage médiatique américain, le contenu est souvent mesuré en termes de rentabilité, d'abord et ensuite. Quant-Webeck. Ce qui a commencé comme un modeste salon de garage s'est transformé en une franchise internationale de grande valeur. Soudain, les producteurs ne se contentaient plus de créer une émission, mais construisaient une marque. Et les marques, par nature, se doivent d'être épurées, rationalisées et adaptées au marché. Fini les planchers grinçants et les outils rouillés. La pression est venue pour des montages plus soignés, des délais d'exécution plus courts et un contenu plus digeste. Cela impliquait inévitablement de supprimer ce que les fans recherchaient précisément, les séquences d'ingénierie approfondies et méthodiques d'Ed. Au lieu de montrer comment une boîte de vitesse était reconstruite, le montage passait directement à la réalisation, souvent avec seulement une brève voix off. Ed, qui avait toujours défendu l'intégrité technique, a commencé à remarquer ces changements. Ces réparations, autrefois au cœur de l'émission, étaient devenues des notes de bas de page. Il ne s'agissait plus seulement d'aspects visuels, mais de plages horaires, de coupures publicitaires et d'obligations envers les sponsors. En coulisses, la production évoluait. Velocity Channel, filiale de Discovery Network, commença à orienter l'émission vers l'américanisation, rythme plus rapide, audience plus large, format plus accessible aux sponsors. Ce n'était plus seulement une émission, c'était un produit télévisuel, un atout pour la marque. Et si cela impliquait une audience plus large et plus de revenus, cela impliquait aussi des compromis. Et peu à peu, ces compromis se sont transformés en friction. À la sortie de la saison 7, Wheeler Dealers était devenu une référence mondiale. Mais le succès s'accompagnait de lourdeurs administratives. Chaque nouveau pays diffusant la série avait des exigences différentes. Et les épisodes devaient être montés pour s'adapter à plusieurs créneaux horaires, marchés et langues. Résultat, des segments techniques plus courts, moins de détails, moins d'éducation. Les fans l'ont remarqué. Les séquences de réparation, autrefois riches en détails, ont été réduites à des montages. Les moments où Ed expliquait la défaillance d'un joint de culasse ou comment serrer correctement un boulon sont devenus rares. Les téléspectateurs ont senti le changement et ont commencé à se demander « Où est la profondeur? Où est Ed ?» Avec le recul, il n'était pas difficile de voir où tout cela nous menait. Et pour Ed China, un homme qui a bâti sa carrière sur la justesse de ses actions, il est devenu évident que sa vision de la série ne correspondait plus à l'orientation qu'elle prenait. Et comme ça, l'homme qui a contribué à faire de Wheeler Dealers un phénomène mondial s'est discrètement retiré, laissant derrière lui un garage, un héritage et un sentiment croissant parmi les fans que quelque chose d'irremplaçable avait été perdu. En coulisses, alors que Wheeler Dealers devenait un phénomène mondial, Ed China et Mike Brewer se retrouvaient confrontés à la pression d'une renommée internationale, une exigence à laquelle aucun d'eux n'avait vraiment souscrit. Ce qui avait débuté comme une modeste émission de restauration automobile était désormais regardé dans des centaines de pays. Cette attention s'accompagnait d'un chaos total, délais plus serrés, changements constants de planning et attentes croissantes des chaînes et des fans. Le calendrier de production, autrefois confortable, est devenu impitoyable. Il fallait désormais trouver restorer, filmer, monter et diffuser les voitures plus vite que jamais.
Ce qui était autrefois un projet passionné devenait un véritable pipeline de production. Les téléspectateurs, notamment les fans de longue date, ont commencé à sentir que quelque chose clochait. Les fissures ont commencé à apparaître, subtilement au début. Ed, autrefois patient et méticuleux dans ses explications, semblait désormais pressé dans de nombreux segments. Les processus mécaniques clés n'étaient plus montrés dans leur intégralité. Au lieu des guides détaillés qui faisaient la renommée d'Ed, les fans avaient droit à des montages accélérés et à des voix off qui effleuraient à peine la surface. Les fils de discussion Reddit se sont enflammés. Les forums automobiles ont fait le buzz. Les commentaires YouTube se sont remplis de spéculations. Pourquoi Ed n'explique-t-il pas les réparations comme il le faisait avant? Quelqu'un d'autre a remarqué le peu de temps passé devant un écran par Ed ces derniers temps. Est-ce qu'ils américanisent la série? Certains fans ont considéré cela comme une évolution naturelle, supposant qu'Ed était peut-être trop occupé ou que la production s'adaptait à des créneaux horaires plus serrés. Mais peu savaient qu'Ed menait discrètement une bataille en coulisses. Il ne faisait pas que reculer. Il ripostait, et avec force. Il avait toujours cru que le cœur de Wheeler Dealers résidait dans l'atelier, dans l'enseignement, la transparence, la démonstration du pourquoi et du comment. Il ne voulait pas sacrifier cela au profit d'images plus soignées ou d'un montage plus rapide. Mais les priorités du réseau avaient changé. Les budgets étaient plus serrés. Les analyses d'audience et les données d'engagement dictaient désormais le rythme, et les détails techniques étaient perçus comme superflus. Ed n'était pas prêt à abandonner l'âme de la série sans se battre. Il a constamment défendu l'intégrité des séquences mécaniques, s'efforçant de préserver le style pédagogique étape par étape qui avait fait la particularité de l'émission. Mais dans la machine corporatiste de la télévision moderne, la vision créative se heurte souvent à des indicateurs froids et l'emporte rarement. Pourtant, Ed ne s'est pas retiré immédiatement. Il a essayé de s'adapter. Il a fait des compromis. Pendant un temps, il a réussi à maintenir l'esprit de la série, même si tout ne tenait qu'à un fil. Mais la pression montait. Mike, qui avait toujours été le showman le plus à l'aise avec les médias, a naturellement commencé à occuper plus de temps à l'écran. Ce n'était pas personnel, mais stratégique. Son charisme plaisait mieux au public américain, et il était plus disposé à accepter les changements. Ed, quant à lui, commençait à se sentir comme un invité sur un navire qu'il avait contribué à construire. Il ne se sentait plus dans l'atelier qu'il connaissait. Il avait l'impression qu'on lui demandait d'accélérer dans un espace où précision et patience étaient primordiales. Puis vint le tournant, une décision d'entreprise qui allait tout changer. Après 12 saisons couronnées de succès, Discovery a opéré un changement majeur. La société de production britannique d'origine, Attaboy TV, qui avait créé et développé le format Wheeler Dealers, a été retirée du programme. Le contrôle de l'émission a été confié à Velocity Channel, la chaîne automobile américaine de Discovery. Il ne s'agissait pas seulement d'un changement en coulisses, c'était un changement d'ADN. Le charme de Wheeler Dealers résidait depuis toujours dans sa sensibilité britannique. Une approche narrative discrète et réfléchie, ancrée dans l'expertise technique et le savoir-faire pratique. Cette approche était sur le point d'être remplacée par une version plus rapide, plus épurée et plus américanisée, privilégiant le format aux émotions. Le garage britannique chaleureux, l'esprit collaboratif, les longues explications de réparation, tout cela était en danger. Pour les dirigeants de Discovery, il s'agissait d'une décision commerciale logique, un moyen de maintenir la fraîcheur, la compétitivité et la rentabilité de la série dans un paysage médiatique en constante évolution. Mais pour Ed, c'était la confirmation finale. L'émission n'était plus la sienne. La série était populaire dans le monde entier, comptait un solide public et pouvait facilement générer des revenus. Pour l'équipe créative principale, et en particulier Ed, cela ressemblait à une attaque contre l'ADN même de la série. Dans son film Goodbye, Ed a ouvertement évoqué ce changement. Il leur a expliqué que Velocity avait du mal à reproduire le format original, notamment à couvrir en profondeur les modifications qui ont fait de l'émission ce qu'elle était. Les nouveaux producteurs américains souhaitaient des segments plus courts et des émissions plus denses, susceptibles de séduire un public plus large. En d'autres termes, moins de temps passé en voiture. Passer plus de temps sur le dessus. On a demandé à Ed de simplifier les choses, de prendre des raccourcis et de réduire ses pièces pour qu'elles ressemblent davantage à des extraits sonores qu'à de véritables réparations. La base de la série s'effritait lentement mais sûrement. Pour lui, l'ouverture mécanique n'était pas seulement un élément du spectacle. C'était l'événement principal.
Il savait que c'était un tournant lorsqu'on en parlait. La voie qu'il choisit allait l'éloigner de la marque qu'il avait contribué à bâtir. Une guerre silencieuse commença dans les coulisses de Wheeler Dealers bien avant que les caméras ne s'arrêtent de tourner et que les vidéos d'adieu ne deviennent virales. Une guerre silencieuse faisait déjà rage. Ce n'était pas une question d'argent. Ce n'était pas une question de célébrité. C'était bien plus une question d'intégrité artistique et d'honnêteté envers soi-même. Ed Shiner, un homme qui ne se contentait pas de réparer des voitures, était au cœur de ce combat. Il a montré aux gens à penser comme des mécaniciens. Il réparait bien plus que des choses cassées. C'était une courte leçon d'ingénierie, enseignée avec soin, précision et une dose surprenante d'humour. Les interventions d'Ed n'étaient pas de la superfluité. Elles ont assuré la cohésion du spectacle. Mais à mesure que Velocity gagnait en puissance, leur désir de vitesse et de fluidité grandissait également. Leur objectif était de divertir. Alors, ils utilisaient des montages tape à l'œil et des changements rapides pour attirer les personnes peu attentives. Une réparation de carburateur de 15 minutes représentait juste du travail supplémentaire pour eux. Pourquoi apprendre à quelqu'un à réparer une boîte de vitesse et à faire de la musique quand on peut simplement enchaîner sur une musique entraînante et quelques répliques avant et après? Ed avait un avis différent. Il pensait que les spectateurs devaient connaître le pourquoi de chaque méthode. C'était le plus important pour lui. Il savait aussi que Wheeler Dealers n'était plus ce qui restait après la fin de ses leçons. Il y avait beaucoup de séries comme celle-ci. Dans son célèbre film d'adieu de 2017, Ed ne s'est pas retenu. Il a dit d'une voix calme mais ferme que le nouveau décor prévoyait de réduire considérablement le contenu de la section atelier, ce qui le mettait dans une situation délicate. Il lui a dit « Ce n'est pas vraiment une chose avec laquelle je suis à l'aise. C'est vrai que j'aurais pu continuer à faire le spectacle, mais cela n'aurait pas été la bonne solution. Je le déplacerai. Ça ne pouvait pas être beau non plus, Ed l'a clairement dit. On lui conseillait de lésiner sur les parties de l'émission qui nécessitaient le plus de temps et d'attention. Cela aurait peut-être permis de faire des économies et de raccourcir l'émission, mais cela aurait porté préjudice aux émissions et à sa propre éthique. Ce n'était plus seulement un argument de travail. C'était une façon astucieuse de se séparer. D'un côté, la chaîne recherche des indicateurs comme l'audience et la possibilité de se développer. De l'autre, un artisan s'efforce de préserver ce qui a fait l'importance de l'émission au départ. Il aurait pu faire autre chose. Il aurait pu sourire et prendre l'argent. Mais Ed China a choisi autre chose. Il a choisi la voie honnête et difficile. Puis il a fait demi-tour et s'est éloigné. Non pas ouvertement, mais à partir d'une version piratée de ce qu'il avait contribué à construire. La séparation est devenue officielle le 21 mars 2017. Aucun communiqué de presse ni déclaration de chaîne n'a été publié. C'était juste une simple vidéo YouTube de moins de 10 minutes, filmée dans le garage d'Ed China, avec son attitude décontractée habituelle. Mais attention, c'était une énorme surprise. Dans la vidéo, Ed annonçait poliment à Wheeler Dealers qu'il quittait l'entreprise. Il n'était pas en colère, il n'accusait personne d'autre. C'était presque trop beau pour être décrit, mais il était clair, entre les lignes, qu'il pensait ce qu'il disait. C'était à lui de choisir entre ses valeurs et son salaire, et il a choisi ses valeurs. Comme à son habitude, Ed l'a exposé avec technicité et rigueur, sans dramatisation. Il a parlé de la difficulté pour les producteurs américains de filmer ces réparations minutieuses, de la réduction drastique du contenu de l'atelier et de l'impact négatif de ce choix sur l'esprit de l'émission. Il a regardé la caméra droit dans les yeux et a dit « Ce ne serait pas juste du tout pour vous. » Mais ce n'est pas ce qu'Ed a dit qui a retenu mon attention. C'est ce qu'il n'a pas dit. Il n'a pas blâmé Mike, n'a pas cité de nom et n'a pas critiqué la chaîne. Il n'a pas non plus parlé de trahison, même si de nombreux fans l'ont interprété ainsi. Il a plutôt affirmé qu'il s'agissait d'un choix purement moral, discret, respectueux et ferme. Cela ressemblait davantage à une raison commerciale de se séparer qu'à la réalité. La réaction a été immédiate et massive. Cette vidéo a été vue 1 million de fois en quelques jours seulement. Les commentaires ont afflué. Des milliers. Les fans étaient bouleversés, en colère et confus. Certains pensaient avoir perdu un ami. D'autres pensaient que le changement de ton rapide de la série était une ruse. C'est ce qui les a tous réunis. Ils avaient confiance en Ed. Les fans étaient ravis de voir la vidéo, car elle mettait fin aux rumeurs, aux reproches et aux ressentiments. Les réactions négatives des fans et les retombées de la vidéo étaient inquiétantes. La réaction des fans fut rapide, intense et très partagée. Beaucoup étaient tristes du départ d'Ed.
mais d'autres cherchaient un coupable. Et malheureusement, Mike Brewer était directement responsable d'une grande partie de ce départ. Mike avait été le dirigeant enthousiaste de Wheeler Dealers pendant de nombreuses années. Il maintenait l'entreprise en activité, trouvait des affaires et parlait avec justesse. Mais après le départ d'Ed, on a commencé à se demander ce qu'il avait à voir avec cette percée. A-t-il contribué aux changements artistiques? A-t-il approuvé la nouvelle façon de faire? Aurait-il pu travailler davantage pour garder Ed? La situation s'est emballée sur les réseaux sociaux. Le compte Twitter de Brewer s'est transformé en champ de bataille. Certains ont dit qu'il les avait trahis. D'autres l'ont attaqué directement, en écrivant des courriels malveillants et même des menaces. Le ton était méchant et très personnel. Mike, choqué par la violence de la réaction, a publié quelques commentaires publics. Il a affirmé n'avoir rien à voir avec le départ d'Ed. Il a ajouté que le choix d'Ed lui avait brisé le cœur, car ils avaient bâti quelque chose de spécial ensemble et qu'Ed était comme un frère pour lui. Il a ajouté que c'était les chaînes, et non lui, qui était responsable de ce changement de style. C'était gentil de la part d'Ed d'essayer d'éteindre l'incendie. Dans un deuxième message, il a clairement indiqué à ses amis de ne pas blâmer ni déranger Mike. Il a expliqué qu'il s'agissait d'un problème de réseau, et non d'une dispute entre personnes. Mais à ce moment-là, l'histoire était devenue un sujet à part entière. L'attention était même reprise par les principaux médias. L'actualité automobile était alimentée par des histoires comme les concessionnaires Wheeler dans la tourmente et la révolte des fans suite au départ d'Ed China. Chaque mot des adieux d'Ed a été décortiqué sur Reddit. On a vu défiler de nombreuses vidéos de réaction, des théories du complot et des articles d'opinion sur YouTube. Et Anstead était désormais co-animateur de la nouvelle version de l'émission. Mais ce n'était plus pareil. Les téléspectateurs avaient des sentiments mitigés. Certains sont restés fidèles à la marque. D'autres ont suivi Ed dans ses projets. Au milieu de tout ce chaos, une vérité discrète se dégageait. On avait l'impression qu'une chose invisible avait disparu. Ce n'étaient pas seulement les présentateurs que le public aimait, mais aussi leur confiance dans l'émission. On a dit qu'Ed et Mike s'étaient disputés. Est-ce vraiment le cas? Une question m'est restée en tête même après la fin de l'histoire. Ed et Mike se disputaient-ils en coulisses? Tous deux l'ont nié à maintes reprises en public. Dans des interviews et des publications sur les réseaux sociaux, ils ont affirmé qu'il n'y avait eu ni querelle personnelle, ni dispute, ni trahison. Ils ont plutôt affirmé qu'il y avait une différence de vision inextricable. C'est peut-être vrai, mais les fans n'ont pas pu s'empêcher de remarquer les failles. Depuis, les deux hommes n'ont plus travaillé ensemble en public. Il n'y a pas eu de rencontres surprises en podcast, de conversations amicales sur Instagram, ni de panel de salons automobiles où ils ont tous deux pris la parole. Dans un secteur où même d'anciens collègues en colère se remettent parfois ensemble pour des raisons de publicité ou de nostalgie, leur silence total l'un sur l'autre a été remarqué. Il est normal que les gens pensent qu'il ne s'agissait pas seulement d'une amitié professionnelle. Après tout, ils ont travaillé ensemble à la télévision pendant 13 ans. Pourquoi ce froid glacial si tout s'est terminé en bons termes? De nombreux fans de Mike soulignent ses apparitions où il a tenu un discours défensif. Certains ont remarqué que le ton d'Ed a changé. Il est désormais plus poli et méfiant lorsqu'on lui pose directement des questions sur Mike.